Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va principalement parler du lemme de Ito. Alors, en mathématiques, j'affectionne principalement deux lemmes. Le lemme de Fatou et le lemme de Ito. Alors, comme son nom l'indique, ce ne sont que des lemmes, c'est-à-dire des résultats intermédiaires qui permettent de prouver un résultat plus important. Mais ces lemmes sont tellement utilisés, ont une très forte intuition au point où ils sont plus utilisés que certains théorèmes. Donc, c'est pour cela que, par exemple, le lemme d'Ito, c'est l'un des lemmes les plus cités. Vous voyez, ce n'est qu'un lemme, mais tellement il est cité que cela prouve son importance aux yeux des personnes qui travaillent particulièrement dans le domaine de la finance. Alors, le lemme de Fatou nous permet en particulier les puissants théorèmes ou les puissants lemmes, ce sont ces théorèmes-là qui n'utilisent pas beaucoup d'hypothèses. Donc, généralement pour le lemme de Fatou, il faut juste avoir une variable aléatoire que vous avez qui est positive. Alors, vous pouvez facilement montrer que la limite de cette variable aléatoire est intégrable. Pour le lemme d'Ito, on va y aller doucement parce que on a besoin de savoir ce que c'est que le mouvement brownien. Alors, le mouvement brownien, c'est quoi? Le mouvement brownien, c'est déjà, je vous épargne toute la littérature que je vous invite à le lire. C'est Brown qui a défini le mouvement brownien. Ensuite, il y a eu Einstein qui a fait un formalisme du mouvement brownien pour les physiciens. Et après, il y a Bachelier qui a introduit cela dans le domaine de la finance. Et ensuite, il y a Norbert Wiener qui a formalisé cela de façon rigoureuse pour définir mathématiquement ce que c'est que le mouvement brownien. Mais le mouvement brownien, c'est juste les déplacements chaotiques euh, du grain de pollen dans un liquide. Vous allez voir que ça va faire des déplacements chaotiques. Et en finance, on va observer ce même phénomène sur l'évolution, par exemple, du prix des actifs. Et d'où cette modélisation-là. Donc, on va modéliser l'évolution du prix des actifs par des mouvements browniens, ou bien des composés des mouvements browniens, ou bien des dérivés des mouvements browniens. Alors, pour mieux comprendre le mouvement brownien, très souvent, on se réfère à la variable de Radmacher. Si on prend cette variable de Radmacher, de paramètres 1,5, la variable de Radmacher, c'est juste cette variable aléatoire, ce processus, bien sûr, x est un processus, x, lorsque j'écris comme ceci, c'est le processus xt. Cette variable, c'est la variable qui prend xt est égal à moins 1 avec la probabilité, xt est égal à moins 1 avec la probabilité 1,5, et xt égale à 1 avec la probabilité 1,5. Donc, là, on a une variable de Radmacher. Ou alors, xt, vous pouvez voir xt comme étant un processus qui modélise les pertes et les gains dans un jeu. Donc, supposons que vous avez un jeu dans lequel, lorsque vous lancez par exemple une pièce, si à l'issue, si c'est pile, vous gagnez 1 $. Si c'est face, vous perdez 1 $. Alors, une fois qu'on a défini cette variable aléatoire qui prend moins 1 avec la probabilité 1,5, 1 avec la probabilité 1,5, on peut voir quelle est la somme totale à un instant t. C'est-à-dire, si je suis à un instant t, je veux savoir combien vaut st, qui est ma somme jusqu'à l'instant t. Ça va faire ma mise initiale plus la somme de k allant de 1 à t de x de t. Alors ça, c'est le gain de x de k, autant pour moi.
Alors ça, c'est le gain que j'ai. Ça, c'est le gain que j'ai à l'issue de T périodes. Donc, je prends un dé ou je lance indépendamment peut-être mon dé T fois. Une fois que j'ai lancé, j'ai des pertes, j'ai des gains. À chaque lancer, si c'est pile, j'ai le gain. Si c'est face, j'ai une perte de moins $1. Et le STC permet de compter à chaque fois le gain que j'ai à l'issue de ce jeu à l'instant T. Alors, vous allez voir que ce ST, lorsque vous allez prendre un S inférieur à T, vous pouvez montrer que ce ST-ci est une martingale. Mais là, on n'est pas... pour ne pas faire un coup trop long, on ne va pas entrer dans d'autres détails que de converger vers un mouvement brownien et définir les lemmes du tout. Alors, si je vais faire une représentation de ce ST-ci, alors si on veut représenter ST, vous allez voir que ST se représente comme ceci. Alors, ST commence à 0, je commence avec une mise nulle. Une fois que j'ai ma mise, ça peut soit monter de 1 au premier temps, ça peut également descendre ici, ou alors ça peut encore monter de $1, ça peut descendre de $1, ça peut encore monter de $1, ça peut encore monter de $1, ça peut descendre de $1, descendre de $1, monter de $1, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Vous avez compris. Voilà plus ou moins comment ça va évoluer. Et si vous prenez ce ST là, ici c'est parce que je fais une représentation à 2 dimensions. T, ST. Mais si je veux faire une représentation à une dimension, par exemple juste sur l'espace de temps, c'est-à-dire sur une seule dimension, alors vous verrez que j'aurai ST soit on est à -1, soit on part à -1, soit on revient là, soit on revient là, soit on part 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 là, soit ici, 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 ici. Et vous avez compris, ça va faire un mouvement comme ceci. Donc vous allez voir que le processus ST là va se déplacer en créant ce qu'on va appeler ce mouvement brownien là, un mouvement chaotique que vous très difficile à modéliser. Alors c'est ça le mouvement brownien plus ou moins. Mais en 2 dimensions, ça ressemble à ceci. Maintenant, imaginez si on discrétise le temps. Si le temps est assez petit, si je veux refaire cette même représentation et que je prends le temps assez, des intervalles de temps extrêmement courts, vous allez voir que votre processus va faire un truc comme ceci. Alors, vous aurez un processus qui évolue comme ceci. T, ST. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de regarder le cours des marchés financiers ou bien de regarder ou bien de trader, vous allez voir que cette courbe-ci ne ressemble rien d'autre qu'à l'évolution du prix, par exemple, d'un actif, ce qui peut être le Dow Jones, ce qui peut être le Nasdaq, ou bien qui peut être le Bitcoin. Vous voyez? Donc, l'objectif de la finance, c'est de modéliser cette évolution-ci. Vous allez modéliser l'évolution du prix de cet actif-ci par un modèle stochastique et pouvoir être en mesure de prévoir quelle sera la prochaine évolution de votre processus. Alors, donc, la meilleure façon de comprendre le mouvement brownien, c'est d'aller tout d'abord sur le processus de Dawes-Court et de voir que lorsque vous discrétisez votre temps et que vous construisez cette variable-ci, lorsque vous allez construire cette variable, on va appeler ça WTN.
est égal à 1 sur racine de n, vous standardisez x1 bar, c'est-à-dire vous standardisez chaque valeur de xt, plus x2 bar, plus xtn bar. Ça va suivre une loi normale de paramètres 0t. Alors là, ce que vous avez obtenu à la limite, ce que vous obtenez à la limite de ce processus-là, c'est ça qu'on va appeler le mouvement brownien construit au sens de Donsker. Le mouvement brownien peut être construit de plusieurs sens. Ça, c'est la construction de Donsker. Vous pouvez également avoir la construction de Lévy, qui est aussi une très bonne construction. Mais ça va de soi, mais la construction qui me paraît le plus naturelle, c'est la construction de Donsker, parce que ça permet ça part sur une Radmacher et ça utilise plus ou moins une variante du TC, du théorème central limite, pour voir que à mesure qu'on va discrétiser, à mesure de prendre des pas de temps très petits, on converge vers une loi normale centrée E réduite. Alors, vous pouvez aussi faire la construction du mouvement brownien avec le théorème de Lévy, le processus de Lévy. Et il y a plusieurs autres constructions du mouvement brownien. Donc, ce n'est pas l'objectif de ce cours ici. On veut principalement parler du lemme de Ito. Alors, une fois qu'on a construit le mouvement brownien, comme vous pouvez le voir, ça représente plus ou moins l'évolution des prix des actifs. Mais vous allez voir que ça ne peut pas être un prix, parce que le prix d'une marchandise ne peut pas être négatif. Ok? Le prix d'une marchandise, on ne peut pas avoir un prix négatif. Parce que à l'époque où Bachelier modélisait son mouvement brownien, il avait modélisé le prix comme étant un mouvement brownien, mais dans le fond, le prix ne peut pas être négatif. Donc, c'est pour cela que très souvent, pour modéliser cela, on modélise plutôt avec un mouvement, avec un processus ST qui sera égal à S0. Donc, le prix sera S0 exponentielle de R moins sigma carré sur 2 T plus un sigma du mouvement brownien. Alors, une fois qu'on a ce processus-ci, celui-ci là est toujours positif. Ça modélise plus ou moins l'évolution du prix de l'actif. Et vous allez très souvent le voir dans le modèle de Black-Scholes. Alors, le modèle de Black-Scholes, juste pour faire un petit aperçu de ce que c'est que le modèle de Black-Scholes, vous voulez vendre par exemple des fleurs. Vous êtes vendeur de fleurs et peut-être un investisseur vient vers vous et vous propose de vendre ces fleurs et vous propose à vous de fabriquer des fleurs et de le vendre précisément à la période en 2026. Vous allez vendre le bouquet de fleurs, c'est en 2026, le 14 février, c'est-à-dire la prochaine Saint-Valentin, que vous allez remettre cela. Mais à l'instant T, aujourd'hui, on vous donne le prix de cela. On vous donne le prix du bouquet. Donc aujourd'hui, il va vous payer à la date d'aujourd'hui, 15 février 2025. Il va vous payer la somme de, par exemple, de $4, la somme du prix, et vous allez avoir une entente pour vous allez avoir une entente commune pour que ce prix-là soit pour que à la date du 14 février, vous puissiez livrer les fleurs. Mais vous n'allez pas le faire tout de suite. Vous n'allez pas acheter les fleurs tout de suite ou bien acheter les matières premières pour construire ces fleurs-là tout de suite. Vous allez attendre une certaine période. Mais le problème est que, en attendant, l'évolution du prix des actifs peut
varier au cours du temps. Il peut avoir une augmentation comme il peut avoir une réduction. Supposons que vous vous êtes fixé pour un contrat, ça c'est un forward, vous vous êtes fixé pour un contrat de 200 dollars et que l'évolution du prix des matières premières sur le marché entre la période du 14 aujourd'hui et la période du 14 de l'année prochaine, il peut avoir soit une augmentation abusive du prix, soit alors il peut être que le prix n'a pas réellement changé à l'instant là. Mais étant donné que vous ne voulez pas prendre de risques démesurés, vous partez dans votre banque, vous partez dans votre institution financière, dans la banque, et vous demandez à la banque de, de faire en sorte que, de vous proposer un actif, de vous proposer une option que si, c'est ça qu'on va appeler option d'achat ou option de vente, si le prix de l'actif à la période demandée, donc si le 14 février 2026, si le prix de l'actif est plus grand que les 200 dollars initial, donc votre capital initial, alors la banque va supporter le surplus. La banque supporte le surplus de ce prix-là. Mais si c'est plutôt inférieur à ce prix, alors vous n'avez pas à appliquer votre option. Donc, c'est ça, vous avez une option d'achat. Donc, voilà, vous partez donc dans votre institution financière pour prendre une option qui va vous permettre de soit, si le prix fluctue de sorte que ça dépasse une valeur, ça dépasse la valeur qui vous permet de ne pas gagner, donc qui est supérieure à la matière première initialement lorsque vous recevez le prix de votre contrat forward, c'est votre forward, alors vous partez dans votre banque, vous leur donnez votre option et ils vont supporter le surplus. Mais si c'est inférieur, par exemple, si c'est là, ça reste là, vous n'avez pas besoin vraiment d'appliquer votre option. Donc, la question maintenant est de savoir comment est-ce que la banque va évaluer le prix de cette option qu'il va vous attribuer. Alors, que va valoir le prix de cette option sur le marché? Donc, à combien allez-vous payer à la banque pour qu'il vous donne cette option qui vous garantit cette stabilité du prix que si à l'échéance, vous pouvez soit appliquer votre option si le prix est supérieur, soit vous n'appliquez pas votre option et vous mettez ça à la poubelle. Donc, le modèle de Black-Scholes permet de pricer cette option-ci. Donc, avec la modélisation de Black-Scholes, vous allez être en mesure de pricer le prix de cet actif-là. Alors, et très souvent, lorsque vous voulez résoudre le modèle de Black-Scholes, vous allez arriver sur une équation différentielle qu'on va appeler l'équation différentielle stochastique. Alors, l'équation différentielle stochastique de Black-Scholes se met sous la forme d de st égale à alpha st dt plus sigma st d de wp. Alors, ce que vous avez ici, c'est ça qu'on appelle une équation différentielle stochastique, EDS. Alors, pourquoi cette équation différentielle est stochastique? Très souvent, vous avez eu affaire aux équations différentielles ordinaires. Lorsque vous voulez, par exemple, modéliser l'évolution du prix d'une population, vous dites que la population va croître à un taux d'accroissement H' dt qui sera égal à 1 à H dt, où le A est positif. Alors, lorsque vous faites cette modélisation, vous avez une équation différentielle ordinaire, mais les trajectoires, c'est-à-dire ce que vous allez obtenir à la fin, vous allez par exemple obtenir ici H dt qui est égal à exponentielle at, k exponentielle at, avec la condition initiale, vous pouvez avoir H0 exponentielle at. Alors, vous voyez que les solutions de ces équations différentielles ordinaires,
les solutions de cette équation différentielle ordinaire sont déterministes. C'est-à-dire, lorsque vous modélisez par exemple l'évolution, la trajectoire de l'avion, lorsque vous voulez faire la trajectoire de l'avion d'un point A à un point B, c'est une trajectoire qui est déterministe. Vous pouvez déterminer cette trajectoire. Vous savez qu'il va quitter d'ici, il va arriver là de façon déterministe. Mais dans les équations différentielles stochastiques, les solutions ne sont plus des trajectoires déterministes, mais ce sont des trajectoires stochastiques. Donc, vous n'aurez plus affaire à une fonction déterministe comme solution, mais vous aurez affaire à plutôt des fonctions aléatoires. Donc, une équation différentielle stochastique, c'est une équation différentielle dans laquelle les solutions sont des variables aléatoires. Alors, pourquoi se ramener aux équations différentielles stochastiques? En se ramenant aux équations différentielles stochastiques, on peut très aisément appliquer le théorème de Feynman-Cauchy pour pouvoir faire une estimation des prix des actifs. Alors, une fois qu'on a présenté tout ce formalisme-là, on peut maintenant parler de lemme de Ito. Alors, Black and Scholes, ils ont obtenu cette équation différentielle de façon vraiment simple, parce que lorsque vous prenez l'article de Black and Scholes, c'est un article qui est basé sur des hypothèses bien déterminées et qui permet d'obtenir cette équation différentielle stochastique. Alors, maintenant, avec le modèle de Black and Scholes, avec le lemme d'Ito, le lemme d'Ito va nous permettre de résoudre ces équations différentielles stochastiques. Donc, de dire avec certitude que la solution de cette équation différentielle stochastique, c'est, et on vous donne la solution. Pour ce cas-ci, la solution de cette équation différentielle stochastique, c'est ST qui est égal à S0 exponentielle alpha moins sigma carré sur 2 de t plus sigma w de t. Alors, voilà la solution de cette équation. Ici, vous voyez que cette solution, c'est une variable aléatoire. Pourquoi? Parce que celui-ci est déterministe, mais ça reste le mouvement brownien. Bon, j'ai préféré mettre sur la mesure parce que vous allez voir que lorsqu'on va le faire, il y aura deux mesures. Il y aura la mesure du risque neutre et il y aura aussi la mesure P. Mais là, vu qu'on n'est pas dans un cours de finance pure, on va se limiter à mettre juste le mouvement brownien. Alors, on est donc prêt à parler des lemmes d'Ito. Alors, les lemmes d'Ito, on distingue principalement 4 lemmes d'Ito. 4 versions de lemme d'Ito. 4 versions de lemme d'Ito. Lemme d'Ito, première version. Alors, il faut comprendre que le lemme d'Ito vient tout simplement et tout juste du développement de Taylor. Donc, si je prends le développement de Taylor, qu'est-ce que j'ai? Si je prends le développement de Taylor, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x moins f de x0 qui est égal à x moins x0 f' de x0 plus 1 demi de f seconde de x0 x moins x0 au carré plus un terme d'erreur x moins x0 puissance 3. Alors, voilà mon développement de Taylor. Mais ici, l'idée dans l'intégrale d'Ito, c'est que on ne peut pas dériver le mouvement brownien. Donc,
Lorsqu'on a vu plus haut, lorsque vous voyez le mouvement brownien qu'on a tracé ici, on ne peut pas dériver le mouvement brownien parce que le mouvement brownien a des trajectoires. Ça a des trajectoires qui sont continues, certes. Les trajectoires du mouvement brownien sont continues, mais le mouvement brownien en lui-même n'est pas dérivable. Donc, on ne peut pas dériver le mouvement brownien, mais on a envie de calculer, on a envie de calculer une intégrale d'un xt selon le mouvement brownien. On peut calculer cette intégrale-ci, vu que le mouvement brownien est continu, mais on va le calculer sans être en mesure de dériver ceci. Si par exemple cette fonction était dérivable, on pouvait utiliser le théorème de Riemann-Stieltjes. On pouvait utiliser le théorème de Riemann-Stieltjes parce que le théorème de Riemann-Stieltjes nous permet de dériver ceci, fg, comme étant l'intégrale de fg' dx, un truc comme ceci. Donc, on peut utiliser Riemann-Stieltjes pour le faire lorsque cette fonction-ci est dérivable. Mais lorsque cette fonction n'est pas dérivable, on ne peut plus utiliser le théorème de Riemann-Stieltjes, par exemple, pour calculer l'intégrale d'un f d du mouvement brownien. Donc, c'est pour cela que, vu qu'on ne peut pas définir cette intégrale-ci, on va le définir au sens de l'intégrale stochastique d'Ito. OK? Donc, comme je dis, ce cours, c'est juste pour vous donner des formalismes de compréhension de lemme d'Ito, peut-être autre que ce qui est fait dans votre cours. Alors, une fois que j'ai fait mon développement de Taylor, j'applique à mon développement de Taylor mon processus B. Alors, si je fais le développement de Taylor, qu'est-ce que j'ai? En faisant mon développement de Taylor, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, si j'applique à ce développement-là, si j'applique W, j'aurai f de Wt moins f de W0 que je vais appeler d de f de Wt qui sera égal à quoi? Qui sera égal à W de t moins W, ça je vais appeler ça d de Wt. Ça va faire d de Wt f' de Wt plus 1 demi de t' de Wt. Ici, j'aurai Wt moins W0. Je vais appeler cela d de Wt. J'aurai donc ça au carré. Plus 1 reste Wt moins W0 au cube. Alors, qu'est-ce que je viens d'écrire? Je viens d'écrire d de Wt qui sera égal à quoi? À f' de Wt d de Wt plus 1 demi de f seconde de Wt. Alors ici, d de Wt carré plus O de Wt moins W0. Ça n'a pas trop de sens ce que j'écris ici, mais bon, c'est juste pour une compréhension. Ici, vous allez voir que ça, c'est ce qu'on va appeler la variation quadratique. La variation quadratique du mouvement brownien, ça va vous donner T. La variation quadratique du mouvement brownien, c'est T. Et ici, ce que vous avez, c'est les variations cubiques, les variations quadriques, et ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces variations-ci,
doit vous donner 0. Ici, ce n'est pas vraiment une preuve, mais lorsque vous allez vouloir faire la preuve de cela, vous verrez que la variation quadratique du mouvement brownien, ça vous donne t, et les autres variations, d'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre 5, ça va vous donner 0. Donc, on obtient donc, en utilisant ce développement de Taylor, on obtient d de f de t qui sera égal à quoi? À f' de wt, d de wt, plus 1 demi de f seconde, d de wt, dt. Voilà donc le lemme d'Ito, la première version du lemme d'Ito. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que cette fonction, cette dérivée, n'est rien d'autre que si le mouvement brownien n'était pas dérivable, était dérivable, c'est rien d'autre que d de f rond wt qui est égal à f' rond v divisé par f'. Ok? Mais juste que Ito a fait cette remarque-là que la dérivée de f rond v, c'est égal à f' rond v plus ce terme-ci. Donc, c'est égal à un terme qui est stochastique plus ce terme-ci qui est déterminé ici. Donc, voilà donc la définition de lemme d'Ito, la première version. Ça, c'est juste des notations. C'est juste des notations ici. Si vous voulez l'écrire de façon rigoureuse, si vous voulez l'écrire et que ça prend un sens, parce que ça, le dt, db, dw, ce ne sont pas les choses qui se définissent en finance maths. Donc, ce sont juste des notations. Mais l'écriture, la bonne écriture de cette première version du lemme d'Ito, c'est f de wt moins f de w0, qui est plus ou moins ce que j'ai appelé d de f, c'était juste une appellation, qui sera égal à quoi? C'est égal à presque sûrement, c'est égal à l'intégrale de 0 à t de quoi? De d de f, dérivée totale de f sur d de w, appliqué à ws, parce que j'intègre jusqu'à t, à ws, d de ws, plus 1 demi de l'intégrale de 0 à t de d carré sur dw carré de f ws d de ws. Voilà de façon rigoureuse. Donc vous voyez que la meilleure façon de définir cette intégrale stochastique, c'est de donner un sens à cette intégrale-ci. Parce que le sens de cette intégrale-ci, c'est ce qu'on va appeler l'intégrale d'Ito. Donc, ça c'est l'intégrale d'Ito. Et cette intégrale-ci, ça c'est ds. Cette intégrale-ci, c'est une intégrale déterministe comme on sait le faire selon Riemann, au sens de Riemann. Donc, pour définir en réalité le lemme d'Ito, il faut d'abord définir ce qu'on appelle intégrale d'Ito. Juste que, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne peux pas encore revenir sur la définition d'intégrale d'Ito, mais il faut juste comprendre que l'intégrale d'Ito, c'est l'intégrale d'une fonction ou bien c'est l'intégrale d'une variable aléatoire par rapport à soit un mouvement brownien, soit un processus d'Ito, comme on va le voir plus tard. Alors, j'avance. Ça, c'est la première version du lemme d'Ito. La deuxième version du lemme d'Ito s'applique lorsque on a affaire La deuxième version du lemme d'Ito s'applique par exemple pour cette fonction-ci. Ça s'applique par exemple pour cette fonction-ci. Lorsque vous avez... On a vu que ST est égal à quoi? Bon, je ne veux pas le réécrire. On a vu que ST est égal à cette fonction-ci. C'est égal à un truc qui dépend du temps et un truc qui dépend du mouvement brownien. Donc, c'est-à-dire, il faut donc juste écrire f de t en fonction d'un t et en fonction du mouvement
brownien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va donc prendre une fonction f qui est au moins C2. Si on prend f qui est C2, alors on fait encore notre développement de Taylor. Le développement de Taylor d'un t au point tx, qu'est-ce que ça nous donne? Ça donne f de t moins f de t0 x0 qui va être égal à quoi? Qui va être égal au gradient de f scalaire, le point de coordonnées t moins t0, x moins x0, plus la matrice hessienne de f appliquée au point de coordonnées t moins t0, x moins x0, plus un O de t moins, de norme de t moins t0, x moins x0 au carré. Bon, je mets la norme 2. Alors, c'est pas très important ce thème-là. Alors, si je prends le gradient c'est quoi? Le gradient, c'est la dérivée de f par rapport à t appliqué à x moins x0, t0 x0, virgule, dérivée de f sur dérivée de t, x, t0 x0, que je l'applique en t moins t0, x moins x0, plus la matrice hessienne, j'ai dérivée carré de f sur dérivée de t au carré. Ici, j'ai dérivée carré de f sur dérivée de t, dérivée de x. Ici, j'ai dérivée carré de f sur dérivée de t, dérivée de x. Lorsque f est assez régulière, cette matrice est symétrique. Ici, j'ai dérivée carré de f sur dérivée carré de x, sur dérivée de x carré, appliqué au point t moins t0, x moins x0, plus le haut de norme de tx. Bon, je vais écrire ça comme ceci. Alors, une fois que j'ai ça, en faisant ce produit scalaire-là, f de t, j'ai f de tx moins f de t0 x0 qui sera égal à quoi? Qui sera égal à, premièrement, j'ai dérivé de f sur dérivé de t. Bon, je n'ai pas mettre appliqué. T moins t0. C'est ça qui sera mon dt. Plus dérivé de f sur dérivé de t. X moins x0. En remplaçant ça par le mouvement brownien, ça va me donner db. Plus la matrice hessienne. C'est ici que ça devient très très intéressant. Alors, la matrice hessienne appliquée à ce scalaire-ci. Donc, je fais ce produit-ci. Bon, ça c'est ici. Il y a encore, ici, il doit encore avoir un t moins t0, x moins x0 transposé. Parce qu'on aura un scalaire. Donc, ici, j'ai t moins t0, x moins x0 transposé. Alors, une fois que j'ai ça, ça va me donner ce qu'on aura, ça sera la dérivée carrée de f sur la dérivée. Bon, je vais juste réécrire ça et je vais revenir là après. On aura t moins t0, x moins x0 transposé de dérivée carrée de f sur dérivée de t carré, dérivée carrée de f sur dérivée de t, dérivée de x, dérivée carrée de f sur dérivée de t, dérivée de x, dérivée carrée de f sur dérivée de x carré, et t moins t0,
x moins x0. Alors, je néglige ce terme-ci. Pourquoi? Je ne dois plus mettre ce terme parce que le haut de ça, c'est négligeable. Parce que là, le mouvement brownien est à variation cubique et autres variations égales à 0. La seule variation du mouvement brownien qui n'est pas nulle, c'est cette variation. C'est la variation à l'ordre 1. Vous voyez que c'est parce que le mouvement brownien était à variation, était de telle sorte que sa variation quadratique donnait t, et à variation infinie, et à variation quadratique infinie. C'est pour cela qu'on a eu ce terme-ci. Donc, si la variation était cubique, on allait encore avoir un autre terme. Mais puisque c'est juste la variation quadratique, c'est pour ça qu'on s'arrête là. Ok. Ici également, c'est pareil. Alors, en appliquant, en remplaçant x par mon mouvement brownien, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens f de t wt. Je vais appeler directement d de ça, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à dérivée de f sur dérivée de t dt. J'appelle ça moins ça dt. Comme je dis, c'est juste des notations. Sinon, ce sont centaines d'intégrales, la bonne écriture. Plus dérivée de f sur dérivée de w, ou bien sur dérivée de x, si vous voulez, de d de w. Donc, c'est pour ça que je préférais mettre w. d de w plus, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, vous aurez cette dérivée-ci multipliée par t moins t0 au carré. Ok? Donc, on aura cette dérivée-ci multipliée par t moins t0 au carré. Or, la variation quadratique de t, ou bien si vous voulez de t moins t0, c'est 0. Ok? Donc, ici, en fait, on a ce terme-ci, ce terme dt carré, d de t au carré. Plus, ensuite, on a ce terme-ci. Je prends d'abord le terme diagonaux. Dérivée carré de f sur dérivée de x carré. De ici, ça sera le mouvement brownien au carré. Plus 2 fois ce terme-ci. Bon, j'ai oublié 1 demi dans ma définition. Ici, c'est 1 demi plus 1 demi. Donc, ici, c'est 1 demi. Ici, c'est 1 demi facteur de tout ça. Alors, plus 2 fois la dérivée carrée de f sur dérivée de t, dérivée de w, d de t, d de w. Or, comme on a dit, le mouvement brownien est à variation quadratique finie, et on connaît cette variation quadratique-là. La variation quadratique de t est 0, on le connaît, et la variation quadratique de t multipliée par, la variation de t multipliée par la variation de dw, ça va vous donner 0. D'accord? Et c'est pour cela que vous avez une table de multiplication qu'on va appeler la table de multiplication d'Ito. Avec ça, vous comprenez facilement la table de multiplication d'Ito qui vous dit que dt carré, c'est 0. Pourquoi? C'est juste parce que la variation quadratique de t, c'est égal à 0. Vous pouvez le voir. Également, vous avez dt, dw qui est égal à 0. Et enfin, vous avez d de w au carré qui va être égal à dt. C'est tout simplement ça. Ça vient tout simplement du fait que les variations quadratiques sont tous égales à 0. Donc, en appliquant cela, et comme on le voit, on aura d de f de t de wt qui va être égal à la dérivée de f sur dérivée de t dt plus dérivée de f sur dérivée de w dt plus 1 demi. Tout ce qui va rester, c'est ce terme-ci. 1 demi de dérivée carrée de f sur dérivée de x carré. Or, d de wt carré, c'est dt. Alors, voilà donc la deuxième version du lemme d'Ito, qu'on va l'écrire avec des intégrales. On aura
f de t wt qui sera égal à f de t wt qui sera égal à on va additionner les termes avec les mêmes dt, donc dérivé de f sur dérivé de t plus 1 demi dérivé carré de f sur dérivé de wt de w carré, le tout dt plus dérivé de f sur dérivé de w, ça c'est d de w, ça c'est d de w, d de wt. Bon, j'ai dit avec les intégrales stochastiques. Donc ici c'est l'intégrale de 0 à t dt. Donc voilà, donc plus ou moins ici j'ai intégrale de 0 à t de d de ws. Voilà donc la deuxième version du lemme dito. J'ai oublié le thème en 0, je vais le réécrire proprement. La deuxième version c'est ftwt moins f w0 0 qui va être égal à quoi? À l'intégrale de 0 à t de dérivé de f sur dérivé de t appliqué à ws s plus 1 demi de dérivé carré de f sur dérivé de wt carré de ws s le tout ds plus l'intégrale de 0 à t de wf d de w ws s d de ws. Alors voilà donc le lemme dito deuxième version. Si vous voulez avoir la troisième version du lemme dito, de lemme dito, vous allez d'abord définir ce qu'on va appeler un processus dito. Alors le processus dito sera quoi? Le processus dito, c'est juste tout processus qui va s'écrire sous la forme d de xt qui sera égal à quoi? À mu s ds, ben, mu t dt plus sigma t d de wt. Donc c'est juste une décomposition qui s'écrit entre une partie déterministe et une partie stochastique. Donc c'est juste vouloir écrire un processus xt comme étant égal à sa partie. Donc si on veut écrire en termes d'intégrale qui a plus de sens, ça fait intégrale de 0 à t de mu s ds plus intégrale de 0 à t de sigma s dws. Alors c'est juste écrit comme étant une partie déterministe plus une partie stochastique. Donc c'est comme si vous écrivez un truc avec sa tendance, parce que très souvent lorsque vous allez avoir un actif financier comme ceci, son prix va évoluer, ça n'évolue pas autour de la moyenne, mais ça va évoluer avec une certaine tendance. Ok? Donc, un processus dito, c'est juste ce processus-là qui va prendre sa tendance et ajouter un thème d'erreur. C'est ça qui va créer la volatilité dans le truc plus le thème d'erreur. Donc, c'est plus ou moins ça. Et lorsque vous avez ce processus dito-ci, vous allez faire la même chose. Vous faites juste la même intégration pour avoir le lemme dito. Le lemme dito troisième version. Il vous faut juste revenir sur la première version du lemme dito qu'on a obtenu. Vous revenez juste sur la première version du lemme dito qu'on a obtenu, qui est cette version-ci, et vous remplacez partout où il y a wt par x de t, qui est un processus dito. Et en remplaçant, vous allez juste remplacer d de x de t
par le processus d'Ito et celui-ci passe à variation quadratique. Donc si on veut écrire, ça va ressembler à quoi? La troisième version du lemme d'Ito va donc nous donner tout simplement en remplaçant, c'est-à-dire on n'intègre plus par rapport au mouvement brownien, mais par rapport à un processus d'Ito. Ça fait f moins x0 qui va être égal à quoi? À l'intégrale de 0 à t de d de f sur dx de xs d de xs plus 1 demi de l'intégrale de 0 à t de d carré f sur d de x carré xs. Maintenant, la variation quadratique de ça. Alors, vous remplacez juste le xt qui est égal à quoi? À mu t d de xt qui est égal à quoi? À mu t dt plus sigma t d de wt. En remplaçant, là, vous avez le résultat. Vous avez tout simplement votre résultat. De même, pour avoir le lemme d'Ito, j'ai fait tout ça parce que le cours ne doit pas être plus long que ça. Pour avoir le lemme d'Ito quatrième version, vous prenez juste la deuxième version du lemme d'Ito qu'on a fait ici en fonction du mouvement brownien et vous remplacez le WT par XT qui est un processus d'Ito et vous avez le résultat. Alors, voilà donc en partie. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est les deux premières versions du lemme d'Ito qui sont les défoulements de Taylor à l'ordre 2 parce que les autres ordres vont être négligeables parce que la variation quadratique du mouvement brownien est nulle. Et une fois que vous avez les deux premières versions en tête, les autres versions, la troisième version et la quatrième version, c'est juste faire une application numérique avec la définition du processus d'Ito. Alors, lorsque vous voyez un footballeur, pourquoi connaître ces liens-là? Pourquoi connaître ces liens-là? C'est parce que lorsque vous voyez un footballeur, vous demandez à ce qu'il fasse par exemple des jongles, il doit être en mesure de vous faire des jongles. Il va être en mesure de jongler pour prouver que c'est son métier et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais alors, lorsque vous allez voir une personne qui est spécialisée dans le domaine des finances, il n'est pas en mesure de donner de façon spontanée les 4 versions du lemme d'Ito, alors disons que on va remettre en question ses capacités à comprendre la finance. Donc, vous allez par exemple voir une application, on applique le lemme d'Ito par exemple pour retrouver les équations de Black-Scholes. Également pour intégrer, vous allez voir par exemple que l'intégrale de 0 à t de ws, d de ws, c'est égal à quoi? Ce processus va nous donner wt carré sur 2 moins t sur 2. Je vous laisse ici un exercice en appliquant le lemme d'Ito. Ça sera évident. Il vous suffit juste de prendre la fonction f de x égale à x carré sur 2 et vous aurez le résultat. Si on prend f de x égale à x carré sur 2, qu'est-ce qu'on a? On voit donc qu'on a une fonction d'une seule variable. Ça veut dire que on va appliquer la première version du lemme d'Ito. On va appliquer la toute première version du lemme d'Ito. Et cette première version nous demande de faire quoi? Ça nous demande de dériver tout d'abord la fonction. Si je fais f' de x va être égal à x. Alors, et j'ai également f seconde de x qui va être égal à 1. Alors, la première version du lemme d'Ito, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit d de f de t qui est égal à f' d de wt plus 1 demi f seconde dt. Alors, j'écris, j'ai d de f de w de t qui est égal à quoi? Qui est égal à f'. Tant pour moi,
qui est égal à f' de wt dt plus, non, d de wt plus f seconde de wt dt. Alors, si je remplace, qu'est-ce que j'ai? J'ai d de... Bon, si je vais écrire en termes d'intégrale, j'ai f de wt moins f de w0 qui est égal à quoi? Intégrale de 0 à t de qui? De f'. F' donc f' que j'applique à wt, d de wt, j'obtiens mon intégrale que je veux calculer. Je veux montrer que ça est égal à ça. Plus, j'ai f seconde de wt, donc intégrale de 0 à t. F seconde de wt, c'est 1, donc de dt. Donc ds, autant pour moi. Ça, c'est ds. ds. Alors, ici, j'ai f de 0. Parce que w0, c'est 0. J'ai f de 0. Ici, j'ai f de t. Ça va me donner wt carré sur 2. Parce que f de x, c'est x carré sur 2. Qui va être égal à quoi? À l'intégrale de 0 à t de ws, d de ws, plus cette intégrale-ci. Ça me donne tout simplement... Ah oui. Ici, j'ai... Attendez, qu'est-ce que ça me donne? J'ai dérivé, ça me donne ça. Puis la dérivée seconde, je dérive ça, ça me donne ça. Bon, ça me donne 8t sur 2. Attendez. Ouais. Non, ça me donne t, oui. Alors, j'ai donc il y a un problème, il y a une erreur quelque part. Ok, il faut juste que je prenne mon f de x égale à x carré. Si je prends f de x égale à x carré, j'ai f' qui va me donner 2x. Ici, j'ai 2. Voilà. Donc, du coup, j'écris donc wt au carré qui va être égal à quoi? Qui va être égal à 2 fois. Ici, ça me fait 2 fois intégrale de 0 à t de ws, d de ws, plus l'intégrale de 0 à t de 1 ds, qui va être égal à 2 intégrale de 0 à t de ws, d de ws, plus t. Donc, on tire dans cette valeur-là. Donc, on tire intégrale de 0 à t. Parce que celui-ci, là, ça, c'est la deuxième intégrale-ci. Ça fait intégrale de 0 à t de ws, d de ws, qui sera égal à quoi? À 1 demi wt carré moins t carré sur 2. Alors, même en prenant f de x égale à x carré sur 2, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de temps pour le faire. Je me suis un peu perdu dans mes calculs. Même en prenant f de x égale à x carré sur 2, vous avez le même résultat. C'est juste que je me suis perdu dans les calculs. Forcément, il y a un gars qui a remarqué, une personne qui a remarqué, mais en le refaisant, vous allez mieux comprendre. Très souvent, lorsque vous avez l'intégrale comme ceci, c'est qu'il faut prendre, f de x. Si vous avez une intégrale d'une fonction du mouvement brownien, d de bs, il faut toujours prendre votre fonction du mouvement brownien g
Il faut toujours prendre votre fonction de telle sorte que votre f' sera égal à j. Ok? Donc, vous prenez une fonction telle que votre f' sera égal à j. C'est pour ça que j'avais pris cette fonction x carré sur 2 parce que la dérivée me donnait x. Ok. Pour ne pas être très long, je vais m'arrêter là. C'est plus ou moins ça, toutes les versions du lemme d'Ito. Vous pouvez trouver des applications ailleurs en faisant des calculs. Ça va vous permettre de résoudre des équations différentielles stochastiques. Bon, à bientôt pour une autre vidéo.